Ok, je vais commencer pour la présentation. Donc bonjour à tous, merci d'être venus ici pour une présentation du Jug. Je vais vous présenter quelque chose d'assez particulier. On va parler de OpenAPI Generator, on va parler de WireMock, donc tout ça autour de Java. Et je vais me présenter d'abord. Donc moi je suis Alexis Couvreur, je travaille à la Banque nationale du Canada en tant qu'ingénieur logiciel. Et puis j'aime beaucoup travailler avec du code où je vais essayer de faire de la qualité, j'essaie de faire des choses qui ne sont pas redondantes, enfin, typiquement ce qu'un dev normal aimerait faire. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vais vous présenter quelques sujets. D'abord, on va voir ce que c'est WireMock, on va voir ce que c'est OpenAPI, on va voir ce que c'est OpenAPI Generator, et on va voir comment est-ce qu'on écrit un test d'intégration, selon moi. Je vais faire une première démo de Mock Strikes Back. On va voir à quel point, des fois, écrire un mock, ça peut être contre-intuitif ou ça peut nous donner une fausse impression d'avoir correctement écrit un test. Je vais vous montrer ce que c'est que Java WireMock et la démo partie 2. Donc, tout d'abord, WireMock, c'est un outil, c'est une librairie qui vous permet d'écrire des mocks pour des API. Donc, vous avez une API typiquement distante. Vous n'avez pas forcément envie de l'appeler durant votre cycle de développement. Donc vous pouvez vous créer avec ça un environnement stable, local, isolé, que vous pouvez reproduire avec des expectations qui sont justement définies. La partie de WireMock, parce que ça c'est large, ils ont beaucoup de clients pour du Java, en tant que serveur déployé sur le cloud, ils ont plein de choses. Mais la partie que je vais aborder ce soir, c'est principalement ce genre d'utilisation. Dans un test qu'on va écrire Java, on va spécifier un stub, on va écrire des attentes, des expectations à propos d'un serveur qui existe, et on va pouvoir faire des appels dessus. Et il va nous répondre si on lui parle correctement, comme est-ce qu'il attend. Deuxième sujet, OpenAPI. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent OpenAPI dans la salle? Levez le bras si vous connaissez. Ok. Je vais quand même décrire un petit peu ce que c'est, mais rapidement, c'est un standard en fait, qui permet de décrire les communications HTTP. Ça permet à plein de gens en fait, de se passer ce document et de savoir comment interagir ensemble. À partir de ça, on peut aussi générer beaucoup de clients, beaucoup de serveurs même, beaucoup de documentation. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire autour de ça. C'est assez génial. Et une spec, ça ressemble à ça. Rapidement, je ne sais pas si on voit mon curseur, mais ouais. Rapidement, il y a, pour chaque endpoint qu'on va définir, on va y définir une méthode HTTP, on va y définir le nom de l'opération. On peut lui expliquer le request body qui est défini, les réponses possibles, etc. Donc plus c'est enrichi, mieux on communique avec les clients, les consommateurs, les attentes de notre API et le comportement qu'il peut y avoir. Et maintenant, je vais présenter OpenAPI Generator rapidement. Qui est-ce qui connaît OpenAPI Generator? Levez la main aussi. Qu'est-ce qu'il utilise maintenant? Levez la main. Donc OpenAPI Generator, c'est notamment un outil qui est dérivé des avantages d'OpenAPI, c'est qu'on peut justement générer du code à partir d'une spécification. Ce projet-là, qui est un projet open source sur GitHub, écrit en Java, il permet en fait de lire et parser ces spécifications et de traverser tout l'arbre et pouvoir générer tout ce qu'on veut à partir de... Donc eux, ils appellent ça typiquement un fichier mustache, qui est en fait des templates de fichiers qu'on va venir dedans y intégrer toutes les références à une spécification. Donc typiquement, operations, c'est toutes les opérations qu'on va avoir dans notre contrat, on va pouvoir itérer dessus. Donc ce qu'il fait, c'est ça, c'est qu'il prend une spec en entrée, il prend un template, il mélange les deux, il applique le parsing de la structure, et il peut générer tout ce qu'on veut. Donc typiquement un SDK. Écrire un test d'intégration. On va s'intéresser donc à cette partie-là de la pyramide, et là je vais avoir besoin un petit peu de vos feedbacks. Moi personnellement, quand j'écris un test d'intégration, dans ce contexte où mon application doit se faire consommer par quelqu'un et celle-ci, elle doit parler avec une autre API. Donc il y a vraiment, nous, le middleman au milieu, on s'intègre en fait avec une API et on a des attentes. Donc typiquement, on a une requête qui arrive, on fait un call à l'API externe et on renvoie la réponse. Basique, simple, ça va être notre contexte ici. Donc personnellement, quand je communique avec une API externe, je génère un client, ça peut être aussi un client qui a été écrit à la main, parce qu'on n'avait pas envie de le générer. Il peut y avoir plein de raisons. Mais en tout cas, c'est des petits modules comme ça qui apparaissent au milieu. Et donc, dans un test, on va toujours voir la même structure, given, when, then. On va vraiment avoir les attentes en fonction de l'entrée, le comportement qu'on va y intégrer dedans, et les attentes au niveau de la réponse. Donc le given, le then, mais le when là-dedans, c'est là où
souvent, il y a différentes écoles. Où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce que le when, ça revient au final à mettre un comportement au niveau du client? Donc on va le moquer. Ou est-ce que c'est au niveau des API externes? Est-ce que ceux qui pensent qu'on va mettre au niveau de l'API client, levez la main? Et ceux qui pensent qu'on va le mettre au niveau de l'API externe, levez la main? Ok, intéressant de voir ça. Donc personnellement, il y a toujours des choix différents, mais je le mettrai au niveau de l'API externe. Je le mettrai au niveau de l'API externe parce que ça permet vraiment savoir exactement ce que l'API externe s'attend à ce que nous, à comment est-ce qu'on communique avec elle et comment est-ce qu'elle va nous répondre en fait. Si on moque le client, on risque d'avoir un peu plus de mal à... justement, on va tester les internals en fait, du client. On va essayer de générer des cas d'erreur, mais il va falloir un peu taper sur le client pour qu'il nous réponde d'une certaine manière. Première démo, The Mock Strikes Back. On va voir un petit truc rapidement. C'est une application en CLI qui envoie des mails à travers une API. Donc c'est classique, hein, on a quelques arguments d'entrée et elle envoie des mails. C'est simple. Elle envoie ça à un recipient avec un body message. Et le truc ici, c'est que l'API de mail qu'on va consommer, c'est une autre équipe à côté. La seule chose qu'ils nous ont donnée, c'est une spécification OpenAPI. Donc la seule chose qu'on a, c'est ça. Ils ne nous ont pas donné de client, de SDK, n'importe quoi. On n'a rien du tout. On a juste la spécification. Démo. Donc, je vais essayer. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Je sais que c'est pas, peut-être pas très très simple. Ok. Dites-moi si vous ne voyez pas, je peux zoomer. Hein. Donc on va commencer dans le main, entre guillemets. C'est très très facile. On a un web client, ça c'est un client Spring qui propose pour juste faire des appels de manière générale à tout le monde. Dessus, on va créer un mail client à la mano, vous allez comprendre pourquoi. Et ce client, en fait, tout simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il est capable de consommer un client pour faire des appels génériques en lui spécifiant justement comment est-ce qu'on appelle notre API de mail. Donc, je vais rapidement passer sur l'aspect OpenAPI. Mais c'est ça, concrètement, on a un endpoint de mail. Là, on a un développeur, on lit ça, on voit qu'il y a un request body, il attend un schéma avec un new mail, il y a un recipient, un body, et lorsqu'il nous répond, quand ça fonctionne bien, il nous répond un mail, et on voit qu'il peut y avoir un statut, un recipient et un body. Relativement simple. Et donc, nous, notre équipe, s'est dit qu'on allait créer le client à la main. Donc, on a fait le client à la main, ici. On a fait notre client, on va faire une request post sur l'URI de base, on va envoyer sur mail, on va bien faire attention à l'accept header, au content type, etc. On désérialise le mail ici, là-dedans. Donc, relativement simple. Et notre appli, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va recevoir le résultat et elle veut le print dans la console. Donc là, on suppose maintenant que l'API de mail, elle n'existe pas encore, en fait. Elle n'existe pas encore, et on veut juste s'assurer que nous, on appelle correctement cette API. Donc si on avait moqué le client, on aurait pu moquer Web Client, on aurait pu moquer Mail Client API, ici, mais en fait, c'est plus de l'ordre des tests unitaires, ça, parce qu'on va juste vérifier comment est-ce qu'on appelle notre propre client. Et en test d'intégration, on veut voir s'il y avait effectivement un serveur. Là, c'est nous qui avons le contrôle dessus, mais comment est-ce que notre API se comporte. Donc j'ai déjà écrit ce test derrière. Et on va avoir quelque chose de simple. Donc ici, j'utilise WireMock. Hein. WireMock, le truc que ça va faire, c'est que ça va nous lancer un serveur sur lequel on va pouvoir mettre des expectations, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et ici, nous l'injecte ici. Donc à chaque test, on va avoir un serveur où on peut avoir le base URL. Et sur chaque test, on peut utiliser cette méthode globale qui injecte dans le contexte actuel un stub, justement. Donc on va dire qu'on veut appeler ici, nous, l'API en question avec le payload suivant. jug@example.org et hello jug. Donc ça revient à appeler notre application avec les arguments suivants. Donc le premier argument que j'ai peut-être passé assez rapidement, mais ici, qui est là, c'est l'URL du client en question. Et les deux arguments suivants, c'est le recipient et le body. Donc on va créer le payload, qui est ce qu'on attend que notre application produise lorsqu'elle va communiquer avec l'API externe. Et on va avoir la réponse, qui est ce qu'on attend de l'API qui nous répond. On peut un peu modifier comme on veut, mais là, on va dire que c'est notre cas d'usage. Donc là, je vais écrire ça. Je vais écrire
mon stub à la main, post URL path equal to, on vérifie que bien on a mails, on vérifie qu'on a bien le content type, le accept, que le request body c'est bien le même, donc pour qu'on s'assure que tout soit bien envoyé. Et le expectation, c'est le system.out.println de notre application qui va tout simplement print en fait la classe en fait, qu'on a récupérée. Donc là, je vais l'exécuter. Je vais juste compiler avant pour être sûr que tout est bon. Mais normalement, ça va passer tranquillement. Donc là, j'ai déjà préparé ça. Ça, c'est le code qui était déjà là. OK, ça marche. C'est-à-dire que là, lorsqu'on appelle correctement notre API, elle fait bien un appel au serveur externe et ça fonctionne. Et là, du temps passe, beaucoup de temps passe, et le projet, c'est un stagiaire, on lui a redonné ça. On lui dit, écoute, il nous a envoyé une nouvelle version de la OpenAPI, il faut que tu la prennes. Donc, je vais passer juste après pour voir ce qui se passe. Hop. Concrètement, le changement qu'on a eu, c'est que la nouvelle spec, je ne sais pas si je peux rapidement voir l'historique. Hop. Concrètement, ce qu'on va voir, c'est qu'ici, on a rajouté deux choses. Le client nous a envoyé le nouveau contrat et il a ajouté un security schemes. Avant, son API n'était pas sécurisé, il n'y avait rien, tout le monde pouvait envoyer des mails, c'est pas bien, il n'est pas content. Donc il nous a dit maintenant, il me faut un bearer token, un JWT, et je veux la sécurité. Donc là, si j'ai un test d'intégration qui suit tout ça, je m'attends, avec tout ça, je m'attends à ce que le test ne passe plus. Suivant la spec. Mais pour le moment, on ne génère rien. Donc on se dit, bon, le stagiaire, il sait que ça passe, là. Il va aller générer un client, plutôt. Donc il va enlever le client à la mano et il va en utiliser un autre. Celui-là, c'est le nouveau client généré avec les spécifications de sécurité. Donc là, le test passe. Moi, je voudrais qu'il ne passe pas, parce qu'on a des attentes maintenant dans le contrat qui sont l'authentification. Le stagiaire, il n'est pas trop au courant de ça, ok ? Il ne voit pas trop qu'il faut tout ça. Mais quand même, j'utilise maintenant mon nouveau client et le test, il passe toujours. Mais c'est là où c'est pas bien. C'est que là, le stagiaire, on va dire qu'il n'est pas très, très malin et il remarque... En fait, lui, tout ce qu'il voit, c'est que les tests sont verts. Les tests sont verts, ça passe, sauf que maintenant, il déploie en prod, parce qu'il n'y a pas de QA, il n'y a rien du tout. Il déploie en prod et ça ne marche plus. Les tests, quand il envoie tout ça, il a des 401. OK, bizarre. Donc là, on va faire un autre truc. C'est qu'on va justement utiliser on va justement pas utiliser quoi que ce soit, je vais continuer la démo, la présentation. C'est là où on se dit, c'est là où moi j'interviens, où j'ai vu ce genre de choses. J'ai vu justement qu'on avait besoin, qu'on avait besoin de... Allez. Ah, non, c'est pas passé encore. Hop. J'ai vu qu'on avait besoin justement de générer ça, parce que moi j'ai pas envie de maintenir mon mock en fait. Et donc, Java Wire Mock, qu'est-ce que c'est ? C'est un module de OpenAPI Generator qui va donc générer des opérations et des stubs pour chacune de vos opérations et status code, avec les expectations basées sur les query param, les pass parameters, tout ça. C'est aussi des response samples pour chacune des opérations et des request body d'exemple pour chacune des opérations. Les deux derniers points, on ne va pas les voir lors de la démo, mais c'est aussi des choses qui sont intéressantes à utiliser. Alors pourquoi ? Ça va typiquement montrer ce que je veux dire. Les tests, là, moi, je ne voulais pas qu'ils passent. Moi, je voulais que ça casse, parce que justement, le comportement du serveur, c'est plus d'accepter des requêtes anonymes. Donc c'est typiquement la misimplementation. On peut penser juste, on s'est trompé de status code. Alors des fois, ça peut être du nitpicking, mais typiquement un 200 au lieu d'un 201. Mais plus on a ce genre de mauvaise implémentation dans les stubs qu'on écrit à la main, plus on a en fait un stub serveur qui lui-même commence à avoir sa vie à part entière. C'est out of date aussi. Ça peut être typiquement le contrat, le stub, on ne le maintient pas à jour, donc il est basé sur des anciennes spécifications, donc on ne va plus avoir vraiment ce qu'on veut. Et des fois, il y a aussi trop d'endpoints. Donc typiquement, faire des stubs, là, c'était facile quand je vous l'ai montré écrit, mais quand on a peut-être 30 endpoints dans un OpenAPI contrat, on ne va pas écrire 30 stubs. Sachant que là, j'ai écrit seulement un stub pour un status code, mais il peut y en avoir 4 par endpoint, et on ne va pas forcément écrire à chaque fois les 4. Alors quand est-ce qu'on utilise ça ? Je vous ai déjà présenté un cas d'utilisation, c'est quand on écrit un cas de test. Mais on peut générer aussi des stubs, justement, automatiquement, quand on veut distribuer un SDK pour un client SDK.
Typiquement, notre SDK, on l'envoie à des gens pour qu'ils l'utilisent, mais on veut qu'ils soient en mesure, eux, de tester l'intégration au-delà du client, justement. Et donc, on leur propose aussi de stubber les serveurs qu'on met à disposition. Et aussi, enlever du boilerplate code, donc ça va être répéter tous les stubs en masse. Alors, comment ça marche? Et là, c'est ce que je vais montrer juste après dans la seconde et dernière démo. C'est qu'on va utiliser, donc, moi j'utilise en tout cas comme ça, mais on peut générer à travers une image Docker, à travers de la commande, etc. Mais dans mon Maven, je mets une exécution supplémentaire où je génère un mock server et je vais générer, grâce à ça, je mets en input la spec et la spec va se transformer avec OpenAPI Generator en une grosse classe de stub qui va ressembler à ça. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va voir qu'on a dedans plein de méthodes qui permettent automatiquement de récupérer des stubs qui sont prédéfinis, avec tous les paramètres qui sont inclus dedans. Donc là, on peut voir le fameux stub postmail de tout à l'heure, mais on va voir aussi le stub postmail 400 qui est autogénéré, le 401, etc., etc. Et typiquement, ça ressemble à ça lorsqu'on essaie de l'utiliser. Il y a un truc en plus qui est vraiment puissant que j'ai mis dedans, c'est le stub post mail fault, parce que beaucoup de gens, dans leur web client, ils font des try-catch sur des web client response exception, mais ça peut très bien arriver que ça arrive dans des request exceptions aussi. Et donc la fault ici, qui est quelque chose que WireMock propose, ça permet de simuler une faute. Typiquement, le DNS ne marche pas, il y a une erreur de certificat SSL, donc on ne peut pas envoyer. Donc il y a une vraie faute à la requête. Et finalement, A New Hope, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a généré. Donc là, je vais passer à la partie suivante. Tac. C'est pas dans le bon ordre, je sais. Mais je l'ai fait pour moi, quoi. Donc, ce qui se passe ici, c'est que dans le test, on n'a pas changé l'implémentation, rien du tout. Dans le test, au lieu d'utiliser le gros stub que j'avais avant, maintenant j'utilise mon stub de Default API Mock Server. Ça, c'est quelque chose qui est généré, ici, dans mon package que j'ai généré. Oh, sorry. Est-ce que c'est bon maintenant? Super. Donc, bon, ça ne change pas grand-chose, j'ai pas trop raconté le truc. Mais, donc, ici, j'utilise mon Default API Mock Server, qui est quelque chose qui est généré, ici. Et donc là, on peut voir effectivement tout ce qui a été généré suite à le process là-dedans. Donc, on peut voir rapidement en bas pas mal d'autres choses. C'est aussi des response samples qui sont autogénérés à partir des exemples. Donc ça peut être assez utile, recipient.example.org. Si jamais ça ne dépend pas vraiment de vos inputs, vous pouvez aussi avoir des jeux de données un petit peu comme ça. Donc là, il y a aussi des response samples pour des erreurs. Et donc j'utilise juste ici. Et là, ce qui va se passer, ça va être plutôt intéressant normalement, c'est que le test il va fail. Une petite seconde, je recompile, parce qu'il faut que je le génère du coup. Le test il va fail. Yes. Donc le test il va fail parce que ici, il va me dire qu'il manque un header authorization. Et ça, je ne l'ai pas codé. C'est juste que lui, le générateur, il sait que notre API maintenant, comme on a mis une sécurité sur l'ensemble des endpoints, il sait qu'on doit fournir un authorization header. Il y a... Ouais. Dans mock server, je pense que tu as la possibilité de passer ton contrat dans ton mock server et lui, il valide avant. Ce qui fait que quand tu fais forcément des exemples, le seul fait de passer ton OpenAPI, en fait, lui, il vérifie que l'appel que tu fais avant que tu passes sur la corde de ton stub, il va vérifier que tu remplis au moins les éléments de ton contrat API. Mais ça, c'est WireMock Cloud. Mais mock server le fait. Mais pas Ah oui, mock server, ouais. Mock server, probablement, ouais. Là, ce que j'aimais bien avec ça, c'est que c'était aussi, entre guillemets, compile time, tu vois. C'est-à-dire ton truc, là, ton mock, ton default mock server, tu peux le partager, c'est une classe. C'est assez intéressant. Pour les exemples? Ouais, pour les exemples et pour les stubs aussi. Ouais. Et... excuse-moi, juste pour répondre à David, mock server, tu l'utilises dans test container, c'est ça? Ouais. Bon, okay. Tandis que lui, il n'a pas utilisé... Ouais, moi, j'ai pas test container, là. Ouais, tu peux, ouais. Tu as une notation J85 comme il est ici. C'est juste un choix. En tout cas, je vais essayer de finir rapidement. Ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, le stagiaire, il avait simplement oublié d'injecter le token.
Donc, pareil, je vais reprendre le changement que j'ai déjà préparé. Moi, ce que je vais utiliser, c'est... Je rajoute dedans un filtre, en fait, où dedans, je mets un token qui est donné en command line. Et c'est tout. Et là, c'est super important, parce que ce n'est pas notre API elle-même qui change. Notre API, quand elle veut, elle, transférer de la donnée, elle le fait. Là, c'est tout ce qui transite autour. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les tests d'intégration, à quel point ils sont puissants. C'est qu'ils vont pouvoir tester le filtre même de la configuration du web client lui-même. Donc là, c'est vraiment les internals, quoi. Et c'est super intéressant parce que ici, maintenant, si je crois que je n'ai pas besoin de recompiler parce que j'ai juste pas changé le contrat. Maintenant, si je passe mon test, il y est. Parce que j'ai réussi à correctement injecter mon token. Alors, j'ai modifié rapidement mon test aussi pour mettre le token en dernier argument. Mais c'est tout. Normalement, j'ai plus rien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Allô, ouais, super. Ouais. Merci beaucoup, c'était vraiment cool la démo. Je suis vraiment d'accord avec la première partie où tu dis que typiquement c'est bien de faire ça quand on n'a pas le vrai service derrière. Imagine c'est une autre équipe qui développe le service, il n'est pas encore là, c'est cool. Je pense, alors je ne sais pas si c'est une question, mais en tout cas je veux ouvrir la discussion. Je pense que je suis un peu moins d'accord avec la deuxième partie parce qu'en fait ça cache beaucoup de choses comme déjà il faut que le serveur ait mis à jour son Open API, que tu l'aies. Et je suis presque, c'est un peu sadique, mais je suis presque content que tu aies oublié de recompiler parce qu'au final ton test y passe. Donc déjà il faut repenser à bien recompiler. Oh, ça le fait automatiquement normalement. Ça le fait automatiquement, mais si la mise à jour n'a pas été faite dans Open API, toi tu vas penser que ton test est bon et je trouve que ça cache aussi le fait qu'un test d'intégration c'est aussi pour valider le monitoring, l'utilisation du CPU, la latence, etc. Et du coup si tu moques ça, tu perds tout ça. Peut-être que ça fonctionne, mais en fait maintenant tu as un délai de 2 secondes sur ton call. Donc, encore une fois, tu vois, je pense que là ça se joue dans qu'est-ce qu'on considère comme étant un test d'intégration. Ouais. Mais effectivement, ouais. Effectivement, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc, il y a des manières de mettre de la latence, mais je pense que ça va trop loin, quoi. Ouais, et excuse-moi, David. Mais en plus, j'aime bien le fait que tu aies testé aussi la failure du côté du client. Tu parlais des DNS, etc. Mais il y a plein d'autres cas de failure. Typiquement, je sais pas, AWS est down, tu tapes un bad gateway, il n'est pas dans ton contrat d'API, tu peux pas tester. Du coup, tu sais pas trop comment ton application. C'est ça, c'est toujours un peu la discussion avec les mocks, mais je suis un peu dubitatif. C'est ça, en fait, le but vraiment de ce générateur, c'est de proposer rapidement des mocks auxquels tu peux avoir besoin, et tu as juste un truc à récupérer, c'est le mock. Et normalement, il espère que tu vois, ton expectation, c'est la même que ce que le contrat définit. Parce que c'est au moins pour éviter, tu vois, toi de maintenir un mock. Ça je suis d'accord. Donc tu n'es pas tributaire, et en plus l'implémentation elle-même. Mais je trouve que ça te donne une confidence supérieure à « ok, ça fonctionne ». Mais je suis pas certain. Je suis pas certain que ça dans suffise la pyramide, pour se dire. Okay, dans la pyramide, il y a quand même des tests encore au-dessus. Ouais. Ok. Tiens, David. Ouais. Moi, ma question, c'est premièrement, je trouve que c'est mal nommé ces choses-là, parce que c'est plutôt des stubs, qui sont faits que des mocks. Ouais, ça s'appelle. Pour moi, un mock, c'est le client, et le stub, c'est que tu as vraiment simulé le comportement du système Octave. Mais là, tu parles pas du problème. Moi, ce que j'aime bien dans cette approche-là, c'est la baisse du coût du test. Je n'ai pas besoin de déployer, je fais sur mon poste, etc. La baisse du coût, il suffit d'un bug en prod, ton coût il va exploser. Non, mais après j'aurai éventuellement un test qui va rouler automatiquement ou un monitoring. Ou si je fais du Canary, par exemple. Ça ne remplace pas des tests plus poussés où tu n'as pas de stub derrière. Hein. Oui, mais en fait, après on peut. C'est le coût. Par contre, ça s'appelle intégration. Pour moi, c'est pas un test d'intégration parce que tu le testes pas avec la API. Le but, c'est quand même que ce soit à un moment où tu peux pas tester avec un serveur qui est déployé, par exemple. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais si tu arrives dans ce cas-là, je pense que tu as un autre problème. Probablement. Vraiment, si tu dis je peux pas le tester, mais c'est qu'il y a un problème. C'est une nouvelle approche, ça s'appelle honeycomb testing. Donc, ils sortent de la pyramide des tests que tu vois actuellement. Ils appellent ça honeycomb, et ce qu'ils appellent des tests unitaires intégrés. Et en fait, c'est qu'ils sont totalement en isolation. Ils dépendent de personne derrière. Parce que le problème, c'est que si tu prends un service extérieur, il faut que tu contrôles complètement ton jeu de données. Ça coûte hyper cher à contrôler. Je suis d'accord. Par contre, ce que tu dis pas là, c'est qu'en fait, tu as changé ton contrat. Et en fait, dans l'histoire que tu montres là, c'est que tu n'as pas de gestion de versionning. Donc en fait, tu es attaché. Tu me dis, ouais, mon développeur, Non, le contrat, il a changé de l'autre côté. Donc il faut que tu aies une gestion de toi.
tu te trouves dans ton microservice à devoir gérer la version des contrats de chacun des contrats de tes fournisseurs. Et donc là, le gars, il a pas cassé son contrat, le gars. C'est toi qui as cassé le contrat de l'autre côté. Donc, tu as une version 2, puis moi, je suis sur la version 1. Puis le jour où je vais... Donc, si ça ne met plus à marcher en production, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a cassé le contrat de l'autre côté. Donc, il est censé maintenir son contrat le temps qu'il a des clients, patati, patata, etc. Donc, pour ça que ça implique aussi la gestion des contrats. C'est sûr que oui, les exemples que j'ai utilisés sont quand même très extrapolés, mais tu peux juste peut-être en préparation à une intégration avec une nouvelle version. Ouais. Non, ce qui est bien, c'est les exemples, par contre. C'est de simuler, de pas que moi, je suis une équipe, je récupère tes contrats qui sont déjà faits, et je me tape pas à me taper toute la gestion des faux payloads qui potentiellement pourraient être faux, en fait. Ouais. Voilà. Par exemple, un formatage JSON. J'ai une date, et toi, tu as décidé que la date, c'était jour, mois, année, ou un timestamp, n'importe quoi, puis moi, je me trompe, je fais une erreur, puis en fait, mon retour il est totalement faux, je code quelque chose qui est totalement faux. Quand je reçois le vrai call, en fait, ma date n'était pas formatée comme il faut, c'est pas la bonne time zone, c'est pas plein de petits problèmes comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pour pas embêter les gens, hein, mais s'il y a d'autres questions, je veux pas non plus les...